beaucoup de pubs pour les filles, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que la loi a obligé les entreprises technologiques, mais la banque incluse, à montrer qu'ils font des efforts pour recruter, pour augmenter la diversité chez eux, les filles, et puis les gens divers, on va dire, pas tout le monde sur le même moule. Et à cause de cette loi, des filles qui ont un bon bagage scientifique, mais n'ont pas besoin d'être super spécialisées en maths, c'est d'avoir une bonne formation, la tête bien organisée. Ouais, elles ont des carrières d'avenir incroyables, hein, parce que il n'y en a pas et on en a besoin, donc la rareté, ça se paye. Tout à fait. Voilà. Et au master, d'habitude, quand tu as un truc qui a été monté par une femme, moi j'ai eu plus d'étudiants en thèse filles que la moyenne de mes amis garçons, c'est assez naturel. Ben, même ça, même en sachant que le master avait été monté par une femme, eh ben, elle ne se précipite pas. Hein. Ouais. Alors, on a pas mal d'étrangères. Hein. Les maths, en ce moment, ça se fait dans le monde arabe, chez les femmes. Alors, on m'a expliqué que c'est parce que c'est dévalorisé chez les hommes, mais ben, on a eu des étudiantes excellentes de Tunisie, du Maroc, qui font des très belles carrières. Bizarrement, elles sont moins inhibées. Enfin, je sais pas, parce que pourquoi chez nous on en a de moins en moins de filles qui acceptent d'en faire. Je pense que les réformes successives du secondaire ont été une catastrophe. Et en plus, ils connaissent très mal le monde professionnel, le monde réel. Par exemple, une bonne idée, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent être profs, filles qui veulent être... Non, médecins. Enfin, maintenant, il y a 70% de femmes qui sont médecins, donc c'est pas les professeurs des services, comme toujours. C'est comme ici, il y a des filles, comme maître de conf. Mais profs, profs et chercheurs, enfin, comme je le suis et d'autres, là, il y en a... En 50 ans, on a recruté 3 femmes comme profs. Vous voyez, au labo où... j'occupais quand même une place non négligeable. Enfin, je veux dire, l'image d'une femme prof était crédible. Eh ben, ça ne change pas les habitudes. Mais en ce moment, c'est bien d'avoir une double culture. Si tu as une bonne base scientifique, par exemple, tu fais de la médecine, ben, tu vas avoir des carrières extraordinaires parce que tu vas pouvoir servir d'intermédiaire entre les nouvelles technologies, l'IA, etc., et les applications à la médecine. Mais si tu connais qu'un des versants, d'abord les gens qui les font connaissent très peu la médecine, un peu, certains ont fait comme moi en finance. Je ne suis pas une experte de la finance, il y a un certain nombre de choses qui concernaient directement la formation et tout. Mais quand tu peux servir d'intermédiaire entre les deux, en ce moment, c'est un peu ce qu'on a vécu indirectement avec les débuts des marchés de produits dérivés. Donc c'est pas tous les marchés de la finance. Et ben ça, c'est génial, quoi, parce que d'abord, on ne s'embête pas. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit, mais je suis une grande spécialiste de la longévité, parce qu'après la finance, j'en ai eu un peu marre, et donc j'ai regardé, c'était lié plutôt à l'assurance, et l'assurance vie, des choses comme ça. Et bon, et quand même, on a gagné 10 ans, 20 ans d'espérance de vie. Donc vous imaginez que c'est énorme. Et on va vivre très longtemps, donc on va être obligé de travailler très longtemps, mais pas obligé, parce que si on ne travaille pas, on s'ennuie. On n'est pas obligé de travailler comme des fous, mais il faut arriver à garder la tête active, parce que moi, mon mari qui perd la tête, c'est pas marrant. Et voilà, donc il y a quand même des changements très longs, on ne travaillera plus pareil, etc. Mais il y a des choses super à faire, à condition de ne pas faire comme on fait tout en ce moment, c'est-à-dire d'ignorer tous les autres, de vivre dans sa bulle avec ses écouteurs et le téléphone.
Voilà, non, il faut un jour son téléphone par semaine. Et puis, enfin voilà, je crois qu'une de mes caractéristiques, c'est d'avoir profité au maximum de la diversité des rencontres. J'ai un mari tunisien, je ne connaissais rien au monde arabe. Bon, et ça, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est incroyable sur tous les plans. Enfin, mais les jeunes qui arrivent, s'ils ont le courage de jouer le jeu, ils ont beaucoup plus de facilité d'une certaine manière. Il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Hein. Nous, on a tous bossé comme des dingues, il faut en dire. C'est pas parce que ça nous plaît, mais je veux dire, contrairement à ce qu'on croit, la recherche, ça n'a pas de limite, hein, ça ne décide pas. Mais il faut faire des choses qui vous intéressent, quoi. Enfin, mais ils peuvent changer, tandis qu'avant, on ne pouvait pas beaucoup changer. Alors, il n'y a pas beaucoup de travail, mais si tu te bouges les fesses, comme on dit, surtout si tu es une fille avec une culture scientifique, tu as le monde devant toi. Donc, on n'a jamais vu ça. Incroyable. J'ai une fille, moi, qui est dans ce cas-là un peu, qui a 35 ans, la plus jeune. Elle sait que si elle ne se plaît plus là où elle est, elle s'en va. Pas de problème, elle va trouver un job. C'est jamais arrivé aux femmes, hein. Enfin, je veux dire. Et donc, voilà, mais il faut assumer d'être une femme. On n'est pas des mecs. D'abord, heureusement, parce qu'ils sont un peu fatigants par moments. Mais plein de femmes ensemble, c'est aussi fatigant, hein, c'est pire. Mais voilà, il faut travailler ensemble. Et puis, moi, j'ai fait une thèse d'État. À l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. Donc, ça s'appelle maintenant une HDR ou un truc pour être prof. Et en fait, on a travaillé, on était très jeunes, on a travaillé à 3. On faisait de la recherche. On a travaillé à 3 tous les jours, de 9h du matin à 6h du soir. Quand il y en a un qui avait des TD à faire, il allait les faire, les autres, voilà. Et en fait, c'était incroyable, hein, parce que l'échange en maths, on sait souvent, parce qu'on est un peu conditionné et tout. Là, il y en a toujours un autre qui avait une idée, même farfelue. Hein. Les maths, c'est très farfelu, hein, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ah oui. Après, quand on fait la preuve, là, on s'arrange, bon, que tout le monde soit d'accord, au moins comme ça, on ne truande pas. Mais dans l'échange, la création, voilà, c'est pas du tout ce que les gens imaginent. C'est de la création tout le temps, en fait. Ah oui, dans les maths, c'est de la création. Moi, je pensais que c'était concret, très carré. Non, alors, les problèmes que vous regardez, ils sont toujours mal posés, ou la réalité que vous essayez de cerner, elle est très compliquée. Donc, ça va être de trouver les grandes lignes du phénomène cherché à étudier. Justement, alors, au point de départ, on est assez concret. Et en fait, le grand pouvoir, c'est l'abstraction. C'est-à-dire d'arriver à trouver les choses les plus importantes, se dire si on pense qu'on est dans un univers comme ça, qu'est-ce que ça a comme conséquences? Et ces conséquences-là, il y a un moment où elles vont être formalisées et prouvées mathématiquement. Mais la liberté enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on compte. Hein. Les enfants, ils apprennent très vite, compter sur les doigts. Hein, mais pourquoi est-ce que vous comptez sur les doigts de la même façon des oranges et des poires? Il faut avoir admis que vous foutiez du fait que ce soit une orange ou une poire. C'est ça l'abstraction. Quand vous arrivez à prendre suffisamment de distance par rapport à la réalité, à ce moment-là, vous avez une liberté de pensée qui va vous permettre de casser les codes. On fait les maths, on commence par casser les codes, même nos propres codes, souvent dans les preuves. Et puis, après, une fois qu'on a posé le problème, alors les mathématiques, c'est à peu près le seul domaine où, si tu as bien posé le problème, la manière dont tu vas donner le résultat, il est vérifiable par tout le monde. Enfin, par exemple, la culture, mais bon. Enfin, on n'est pas dans la croyance. Okay. Et ça, alors, je trouve ça vraiment, je pense que bien que je fasse des probas où il y a beaucoup d'aléatoires et on ne connaît pas les résultats d'avance, eh ben, le fait qu'il y ait à un moment une preuve qu'on peut mettre à disposition de tout le monde, ça c'est un truc incroyable. Et comment c'est quand on trouve la bonne preuve? Comment c'est ça? Ah ben, une fois qu'on a posé le problème, il y a des règles, enfin, il y a des mathématiques, des règles logiques, des choses, enfin, des éléments à chaque étape qui sont vérifiables par tout le monde. Enfin, d'accord. Et si vous réfléchissez bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux dire que si tu acceptes ce que j'ai
pris au point de départ. Dans ce cadre-là, le résultat que tu vois, c'est celui-là. D'accord. Et même en physique, j'avais un ami qui expliquait qu'en DEA, enfin donc pour les gens qui allaient un peu s'orienter vers la recherche, il faisait toujours des maths, un minimum, parce que c'était le seul moyen que les étudiants, ne soient pas dans la croyance. Parce que quand on analyse un phénomène, les physiciens, ils observent beaucoup de choses, mais ça dépend de leur observation. Ils ne peuvent pas affirmer. Donc nous, on a les mêmes problèmes quand on fait un cadre de modélisation ou de réflexion. La seule chose, c'est qu'on a une étape de plus, c'est que le passage, une fois que j'ai posé le problème comme ça, la conséquence, c'est si la conséquence ne te plaît pas, tu ne sais pas la peine de remonter la preuve, les gens l'ont fait pour toi, et tu vas rechercher les hypothèses du début. Voilà, c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé en finance, en ayant à la fois un cadre abstrait, assez précis, ce qui avait quand même des conséquences que les gens qui connaissaient pas ce monde ne pouvaient pas prévoir. Et puis, par ailleurs, être en même temps très proche de ce qui se passait en réalité. Et c'est des mondes qui bougeaient très vite, il fallait être capable de réagir assez vite à des changements de paradigme, à des choses comme ça, que de l'intérieur, que les gens qui n'avaient pas un peu plus de recul abstrait, si on veut, avaient du mal à faire. Qu'est-ce que c'est que ça, je vais vous convertir au maths. Hein. Ouais, là, me donner envie. Là. Qu'est-ce que c'est que les probas pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est? C'est quoi les probas? Alors tout le monde sait que les probabilités, elles sont associées à la chance. On parle beaucoup des probabilités dans les jeux de hasard. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est tout ce qui n'est pas déterminé a priori de manière très claire. Bon, donc c'est très vague. Okay. Alors le gros truc qu'il y a eu, c'est que ça fait depuis Pascal et autres qu'on a commencé à modéliser un peu, mais on était quand même très démunis. Et voilà. Alors en tout cas, nous, le laboratoire dans lequel on est très connu pour être un laboratoire où on regarde fondamentalement les évolutions au cours du temps de certains phénomènes. Donc on peut les modéliser et il y a des chocs qui peuvent se passer, des trucs qui peuvent se passer. Donc la bonne représentation qu'on peut avoir, c'est d'avoir, vous imaginez un ivrogne, qui est par exemple sur la dalle de la fac, où il y a beaucoup de place, et il ne sait pas, à chaque pas, il est assez bancal, donc il fait une fois un pas d'un côté, un pas à gauche, etc. Si vous suivez sa trajectoire, voilà, et s'il recommençait, il ne ferait pas le même chemin. Donc il ne fait pas tout à fait n'importe quoi, vous savez qu'il fait un pas à droite, un pas à gauche, il y a quand même une cohérence, une logique, mais comme à chaque fois, tu sais, c'est comme pile ou face, c'est comme s'il tirait pile ou face, s'il va à droite ou à gauche. Donc il a un drôle de chemin. Et les phénomènes qu'on regarde, c'est beaucoup ça. Alors, ça va plus vite, c'est pas, voilà. Et en général, dans 1 an ou dans 2 ans, dans les marchés financiers, vous devez payer quelque chose si le dollar est monté au-dessus d'un certain niveau et rien sinon. Donc c'est de l'assurance contre la montée du dollar. D'accord. Mais les marchés font n'importe quoi, enfin ça bouge énormément, plus il y a de transactions, plus ça bouge, et donc vous assurez ça dans 3 ans, il faut arriver à poursuivre le marché pour arriver à investir le prix de ce qu'on a payé, de manière qu'à la fin quand même, si le dollar a beaucoup monté, donc ça veut dire qu'on paye beaucoup, on a réussi à profiter de la montée du dollar par l'investissement pour, ça s'appelle une cible stochastique et c'est une stratégie de couverture. Ça ressemble beaucoup, ça amuse toujours les gens, donc imaginez que vous ayez un sous-marin, il a une cible qui bouge, il doit envoyer une torpille, la cible bouge dans l'eau, puisque ça bouge toujours dans l'eau, et donc il faut qu'il arrive à piloter la torpille de manière à ce qu'elle arrive, comment il corrige, etc. Et ça a été les mêmes mathématiques que quand ils ont envoyé une fusée sur la Lune. Parce que c'est chaque fois il y a une cible,
qui est difficile à identifier. On ne fait pas ce qu'on veut, donc on doit décider de comment on corrige pour arriver proche de... Voilà. Et dans les marchés financiers, c'est un peu la philosophie de... Alors de nous, comment nous on le voit, les gens, les praticiens, ils ne le voient pas nécessairement comme ça, mais en se mettant à deux, il y a des compromis qui sont efficaces et voilà. Mais il n'y a jamais rien d'acquis définitivement. Ok. Moi j'aimais bien les probas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit le hasard ça se mesure. Alors c'était à une époque où on parlait de la théorie de la mesure et les progrès récents dans ce domaine, c'est les années 30, des choses comme ça. Et en même temps, ce que j'aimais bien, c'est que d'abord, c'était étonnant qu'on puisse faire des mathématiques vraiment sur le hasard. C'est ce qu'on disait, le hasard, ça se mesure, donc on peut le faire rentrer dans le champ de la théorie de la mesure. Et en même temps, on sentait bien que il ne fallait pas trop croire ce qu'on allait faire. Les mathématiques, une fois qu'on les a posées, le cadre, il ne se discute pas, mais est-ce que ça cerne bien ce que tu veux? Ce n'est pas toujours évident. Et donc, ça voulait dire, on sentait bien que l'instrument de mesure devenait très, très important. Voilà. Donc, on est toujours entre trouver un cadre où on peut penser, on peut déduire un certain nombre de choses. Ça veut dire quand même avoir un peu accès, enfin, prendre un peu la main. Là, vous n'êtes plus dominé par le hasard. Oui. Et après, être très modeste. Et je pensais que la vie, c'est tellement compliqué que ça. Vous n'avez jamais raison d'une certaine manière. Mais, donc, c'est un éternel recommencement. Oui. Mais à chaque fois, on a appris un peu plus et il faut quand même rester toujours très vigilant, comme en ce moment, ce qui est très difficile, sur qu'est-ce qu'on fait exactement, quelles sont les conséquences. Voilà. Enfin, vous pouvez nous rappeler le bachelor, enfin comment ça s'est créé, le master, pardon, le Masters El Garoui, comment ça s'est fait le Masters? Alors, au moment de la création des marchés en 87, ici, bon, j'ai fait un stage dans la banque, mais sur un autre sujet complètement, juste pour avoir un peu une expérience professionnelle. Et en fait, je découvre qu'ils utilisent le mouvement brownien, c'est un mot un peu mythique, très physicien, mais quand même qui était l'objet sur lequel plein de gens au labo travaillaient. Et on m'expliquait qu'on allait se former à HEC, dans les écoles de commerce, parce qu'enfin, aux États-Unis, ils avaient déjà fait ça. Et quand même, à Paris, on a l'un des plus grands laboratoires du monde en mouvement brownien, et on va apprendre le brownien à HEC. Voilà, là, il y a un truc. Donc, j'ai été voir d'un peu plus près, et donc on a monté, justement, avec cette nouvelle informatique, ces problèmes de cible stochastique, on a monté une formation qui a ouvert à peu près en même temps que les marchés. Donc on avait un recrutement, donc les banques comme la Société Générale, les grosses banques, la BNP, etc., recrutaient beaucoup de ce qu'on appelle des quants, des ingénieurs quantitatifs en finance. Et là, c'était vraiment une période, alors, les Américains avaient déjà des marchés comme ça, mais les Américains étaient moins techniques que nous. Et puis, eux, ils étaient encore sur les grosses machines, alors que nous, on intégrait la nouvelle technologie. Et donc, il y avait un peu tout à reconstruire dans les idées, etc. Et en fait, le fait qu'on ait eu des gens, il y a une culture de maths assez solide, une formation au moins sur les ingénieurs, ça a été un grand atout. Et le master a commencé doucement, et puis très vite, il y avait une très forte demande, et comme on a eu quand même, comme je savais un peu de quoi on parle, c'est pas seulement les maths, on l'a développé de plus en plus. On l'avait fait en liaison avec des écoles d'ingénieurs, mais l'originalité, c'est qu'il a été créé à l'université, ce qui est tout à fait exceptionnel à une université scientifique. C'était très exceptionnel pour ce genre de choses, parce que la banque vivait avec Dauphine ou Paris 1, ou les universités classiques d'économie et des finances. Et voilà, donc on s'est imposé progressivement. Et donc en 2006, les Américains viennent explorer pourquoi on parle français dans les salles de marché aux États-Unis. Et
Donc le Wall Street Journal a fait une enquête. Ah oui, 350 personnes, ils ont interrogé. ok. Ils font des études, voilà. Et ils ont convergé vers Nicole. Voilà. Tout le monde aurait dit, ah, mais il faut que tu ailles voir Nicole. La source. Ouais, la source. Après ça, il y avait la crise. Heureusement, là, ils ont fait un article assez important, mais très connu aux États-Unis. Mais c'était, je crois qu'il est paru en mars, et en fait, en septembre, il y a les premiers éléments de la crise. Et donc, comment il s'appelle Enfin bon, on a été accusés de tous les maux de la terre. Ah oui. Ouais, enfin, moi j'étais un peu protégée parce que je suis restée prof à la fac et personne ne peut dire, je gagnais 2 fois moins que mes étudiants, j'étais au plus haut échelon de la fonction publique. Hein. Non. Et personne ne pouvait dire qu'en tout cas je me suis enrichie avec la finance. Voilà. Beaucoup de gens vous jalousent parce que vous êtes une femme peut-être et vous êtes compétente, vous avez... Moi, je sais pas ce que. Oui, je sais pas mon problème. Ouais, vous êtes focus sur ce que vous faites. Oui, j'ai eu des reconnaissances, on m'a donné. Non, je suis quand même partie 10 ans à l'école polytechnique pour monter une équipe dans ce domaine, et puis ça intéressait les élèves étaient très appréciés, voilà. Et donc, je sais pas pourquoi j'y pense, parce que j'ai quand même droit à la Légion d'honneur, même 2 fois, mais. Bon, à la fac, personne ne pense à te donner la Légion d'honneur. Oui. Dans les écoles militaires, plus. Voilà. Oui. Mais bon, c'est pas une histoire de. Voilà. Oui. Si, quand même, je suis. D'abord, comment dire Je veux dire, je suis l'idole des jeunes. Non, mais c'est vrai, les gens connaissent le Master El Karoui, alors ça, c'est le nom de mon mari, enfin, que j'adopte, il est tunisien, donc. Ça frappe un peu plus encore, mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'El Karoui, c'était une femme. Parce que ça circule dans les réseaux sociaux, mais on s'en moque. En France, comme en fait, c'est les femmes qui ont monté les masters de finance à Paris 7, à Évry, etc. Enfin, c'est des gens qui ont travaillé ensemble. Mais oui, enfin, la chose qui m'importe, c'est... Enfin, comment dire, je pense que les maths et la formation qu'on donne, et puis, bon, j'allais dire, je suis un peu puritaine, comme vous dites, je suis d'origine protestante, c'est assez connu. Enfin, ce qui était très important pour moi, c'est que il n'y avait pas de compromis. Oui. Donc, il n'était pas question ni de plaire, ni de... Voilà. Alors, il faut être à l'écoute des gens et des étudiants, voilà. Mais après ça, il faut être très exigeant. Oui. Enfin, je veux dire. Et pour moi, c'était d'autant plus important que, en fait, envoyer des jeunes dans le monde de la finance, enfin, dans le monde des marchés, où il y a eu des périodes vraiment très d'emballement. Enfin, c'est quand même les gens, la plupart. Évidemment, il y a beaucoup de gens quand même de milieux assez privilégiés. Mais pas que ça, il y a beaucoup de gens du Maghreb, il y a des bonnes formations. Les ingénieurs étaient très appréciés des banques, c'était plus difficile de promouvoir des étudiants de la fac. Mais on avait un quota 30-40% d'étudiants, 60% d'ingénieurs. Et ça marchait assez bien dans les banques françaises qui sont très orientées grandes écoles. Et les banques étrangères, elles sont plus orientées sur un bon niveau, une thèse en fait. Mais le grand truc, c'était qu'on a eu des étudiants qui trichaient, etc., aux examens, mais parce que c'est des habitudes. Moi, jamais je recommandais un étudiant comme ça, parce que si dans un cas où on fait, il n'y avait pas de raison de tricher, de toute façon, enfin voilà, là, il faut quand même avoir les reins solides pour résister à la pression. De l'argent, de gagner de l'argent, mais pas seulement aussi. Je me souviens qu'au moment de la crise, j'avais beaucoup d'anciens étudiants qui me disaient, nous on dit que de faire de ces produits avec autant, c'est pas raisonnable et que ça va créer des problèmes, et comme ça gagnait beaucoup d'argent dans l'instant, le grand problème c'est qu'on vit dans un univers où on a oublié, alors évidemment,
quand vous êtes vieille comme moi, je ne vais pas donner mon âge officiel ici, mais presque, on a toujours l'impression qu'on radote, hein, mais pas tellement, parce que moi, ce que je vois, c'est que l'expérience que j'ai vécue en 87-88, elle n'est pas très différente d'une grande partie des expériences qu'on vit avec l'intelligence artificielle. La question, c'est vraiment d'admettre qu'on n'a jamais raison. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas faire les progrès, etc., mais il faut être très vigilant, très honnête. Il y a des choses extraordinaires en IA, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Il ne faut jamais penser. Enfin, la situation assez instable, c'est que même moi, en faisant des maths, et voilà, il faut toujours se remettre en cause. Ne jamais. D'abord, il faut être capable d'écouter l'autre. Et donc, moi, je suis une fan de la diversité, filles, garçons. Alors, protestants, catholiques, juifs, tout ce que vous voulez, musulmans, l'autre côté de la Méditerranée, tout. Plus vous avez des gens, j'ai travaillé avec un prof chinois, je trouvais extraordinaire il avait été, c'était dans les années 95, mais il avait fait la révolution culturelle, donc il avait été envoyé dans les champs. Il avait une culture chinoise, j'ai rien contre la culture chinoise, mais entre la sienne et la mienne, c'était quand même un monde extraordinaire. Et on pouvait se mettre debout devant un tableau, et dans les 2 minutes, on pouvait discuter de maths. Et d'ailleurs, il m'expliquait ce qu'il avait fait, et je lui dis, moi, en finance, je fais ça tous les jours. Et ça a été le début d'une collaboration. Et donc ça, c'est... Enfin, combien même en maths tout le temps, en fait, pour trouver des bonnes solutions, n'importe quoi, toujours il faut être vigilant sur le fait de... On est toujours pris dans des habitudes, dans une manière de penser, et souvent, c'est presque rien, une phrase, très souvent, il y a plein de choses, quelquefois des secteurs des maths s'ouvrent en entier sur quelqu'un qui a bien formaliser une chose que les gens utilisaient déjà depuis longtemps. Et tout d'un coup, ça ouvre des ouvertures où on travaille à 3. Alors, est-ce que les filles et les garçons... Moi, on m'a toujours expliqué qu'en maths, les filles étaient nulles, mais non, en fait, ce que j'avais remarqué grâce à ces expériences, c'était qu'en fait, il y avait 3 personnes, là, 2 garçons, 1 fille, que les 3 étaient très différents indépendamment de leur sexe, et que cette différence était vraiment incroyablement fructueuse. Bon, et les clones, ça marche pas, quoi. Enfin, donc, alors ici, quand même, on clone pas mal les gens, là, avec les réseaux sociaux. Et donc, une journée... je prône une journée sans téléphone. Vous parlez tout à l'heure, avant d'entrer, du facteur temps, le temps. Pour vous, qu'est-ce que c'est le temps? Alors, il y a 2 notions de temps, enfin pas 2 notions, mais il y en a plein. Mais, donc déjà, fondamentalement, dans les probabilités que je fais, on a ce qu'on appelle les processus qui évoluent au cours du temps, dont on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils vont être dans le futur. Mais ça peut être aussi bien le cours en bourse d'un taux de change et des choses comme ça, c'est des choses qui évoluent énormément avec le temps. Le temps rend une dimension supplémentaire au risque, on pourrait dire au hasard aussi. Bon, donc après, mais alors après, la question du temps, là, c'est un truc alors que j'ai vraiment vu en économie et en finance, après on pourra avoir une question plus philosophique, mais on a un monde qui est géré au maximum avec un horizon de temps qui est l'année. Bon, un président de la République, bon, je pense qu'il n'a même pas 1 an d'horizon dans ses décisions. Le monde du high frequency trading, etc., tout se fait à une vitesse exceptionnelle. Et on rigole parce qu'on est en train de discuter d'écologie, de tout ce qu'on veut. D'abord, ça avait déjà, il y a 40 ans, le candidat à la République, René Dumont, il disait tout ce qu'on entend. Mais on fait des voitures électriques, c'est une connerie sans nom. J'assume, très bien pour maintenant, mais à la télé, t'entends voiture électrique pour les familles, etc., c'est n'importe quoi. Dans 10 ans, ça fera quoi? Quand tu auras fait 50 millions de voitures électriques, tu feras quoi des batteries? Où est-ce que tu vas trouver ton lithium? Non, mais
l'écologie, ça se projette sur 50 et 100 ans. Ça ne se projette pas sur, Tout à fait. pour satisfaire aux critères qu'on a ajoutés. Ça fait déjà 80 ans qu'on devait le faire. On ne l'a jamais fait parce qu'on continue à maintenir tous les trucs des pesticides, sur les trucs. Enfin voilà, on n'a pas d'arbitrage entre les choix économiques de. Il y a quand même assez longtemps, quand la France n'était pas socialiste, il y avait un plan, par exemple, qui analysait avec un horizon de 1 an, 5 ans, 10 ans, les conséquences des politiques publiques. Là, on fait des réformes, hein, enfin même à l'école, on fait des réformes, personne ne mesure qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans sur les gens. Parce qu'il faut toujours plaire, il faut être dans le plus grand nombre. Donc le plus grand nombre, c'est l'horreur. Hein. Enfin, non, c'est pas ça. Le plus grand nombre, c'est indispensable pour avoir des références. Bon. Et la vie, elle est dans ta distance au plus grand nombre. Intéressant. Bon. Ouais, La vie, en fait, c'est parce que la vie n'est pas linéaire qu'elle est marrante. Enfin, quelquefois, t'en prends plein la gueule, mais c'est pas le... Non, mais bon... Non, mais c'est la diversité. Mais on n'a pas le droit. Des choses aussi élémentaires que ça, par exemple... Comment tu te projettes dans 10 ans? Tout le monde le sait qu'il y aura des problèmes sans nom. Ça va donner un pouvoir extraordinaire à la Chine, si on veut, mais on est quand même pas analphabète. Enfin, ben si, hein, parce qu'il y a un écran, voilà, Macron, il connaît que les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, ils savent pas, ils n'ont aucune expérience de gestion d'un État. On gère un État pour, voilà, enfin, non. Voilà, donc maintenant on vieillit. Alors bon, on vieillit, mais pour pas mal de gens en bonne santé. Hein. Et on fait des discussions sur les réformes des retraites, ce que je ne conteste pas. Mais ce que je conteste, c'est qu'on a juste oublié d'expliquer aux gens qu'ils allaient en moyenne. Alors c'est moyenne sur 65 millions de Français, donc ce n'est pas moyenne sur la classe riche. Hein. C'est 65 millions de Français ont gagné 10 ans d'espérance de vie. Alors tout le monde ne va pas augmenté de 10 ans, mais maintenant on compte les gens de 110 ans, quand il y a 20 ans on comptait les centenaires. C'est vrai. Donc évidemment c'est l'espérance de vie en bonne santé qui est un enjeu, mais il va falloir avoir un peu d'imagination. Enfin, on ne peut pas faire pour ces questions-là, personne, on vient de se taper des... Je reproche rien aux syndicats, hein, mais personne n'a mis ça dans la balance. Bon. Mais c'est une réalité, donc on ne va pas faire qu'on va décider de ne pas vivre aussi longtemps, c'est une réalité. Donc s'il n'y a pas des gens qui financent, tout le monde vieillira au RSA et ils auront quand même quelques... Enfin, bon. Mais ça veut dire qu'il faut imaginer, au lieu d'être... Enfin, on est quand même d'une pauvreté de réflexion, pas tout ça parce que toute la politique maintenant, et les critères économiques, et les choses comme ça... Vous avez des actionnaires ou des choses comme ça, on regarde les actions tous les 3 mois, faites le bilan d'une entreprise tous les 3 mois, si elle doit investir des choses qui coûtent cher, évidemment le bilan sera moins bon, mais dans 5 ans, ils auront récupéré 1000 fois la mise. Bon, rien de tout ça n'existe. On vit dans un monde jour le jour qui est strictement sans intérêt, quoi, enfin, quand même. Et après, on s'étonne que c'est des conséquences. Enfin, les problèmes écologiques, ils ne sont pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, ça date. Mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez entendu parler de la baisse de la fertilité, par exemple? Oui, tout à fait. Oui. Ça aussi. Oui, c'est des problèmes écologiques. Hein. C'est le numéro 1. Hein. Bon. On n'en parle pas. Ouais. Puis, on ne dit pas aux gens que si on vit très longtemps, mais il faut retrouver un lien social. Parce tout à que fait. même moi qui ai 50 ans, 16 petits-enfants, c'est même la base. Et un mari qui perd la tête, quoi. Donc, je suis très privilégiée, je suis encore en bonne santé et tout. On est vite seul dans un monde comme maintenant. Et, enfin, je veux dire, oui, moi pas, je vais travailler, c'est aussi un élément de socialisation. Mais il faudrait se réinventer une société où il y a des jeunes, où il y a des moins jeunes, où il y a des vieux, et on ne les appelle pas seniors à 65 ans, quand on a un potentiel de... Enfin, je sais pas, enfin, les gens investissent un peu dans les associations, mais pour moi, c'est pas comme ça. Il faut repenser la société des 50 à 80. Il faudrait avoir
Maintenant, on a des ordinateurs très puissants Oui. qu'on pourrait utiliser pour admettre que un peu de flexibilité dans l'âge de la retraite, dans la manière de gérer son temps, dans des choses comme ça, reporter des crédits de je sais pas quoi. Ça peut se faire individuellement maintenant. Avant, tu faisais ton tableau Excel et c'était compliqué. Maintenant, c'est plus compliqué. Oui. Donc pourquoi on ne propose pas de l'imagination pour vivre ensemble? Puis on en a marre. Tout le monde est bienvenu. Hein. Non, mais non. C'est vrai. Madame El Karoui, j'aimerais parler maintenant des rencontres. Quelles ont été vos plus belles rencontres? Les rencontres qui vous a marqué, les gens qui vous ont aidé, tendu la main au cours de votre carrière? Il y en a pas mal, je pense, mais... Non. Non, pas vraiment? Ah ouais. Non, d'abord, une rencontre, c'est mon mari qui est tunisien. À Ouais. un moment, on s'est mariés assez jeune, 23-24 ans. Ah oui. Lui était étudiant en économie, D'accord. mais donc je connaissais pas le monde arabe du tout, donc c'était quand même un saut qu'on fait à 20 ans, qu'on le ferait peut-être moins facilement plus tard sans rien connaître. Mais donc j'ai découvert la Tunisie en particulier, et une famille tunisienne extrêmement intéressante, et voilà. Ça a été vraiment, on va dire, en particulier, j'ai moi toujours été très impressionnée par les femmes tunisiennes, où je trouvais que, alors avec notre vision tordue, on considérait qu'elles étaient, enfin, je ne dis pas que la vie est parfaite, hein, elle est parfaite nulle part, mais ce que je veux dire, il y avait par exemple un dynamisme, une solidarité des femmes tunisiennes entre elles, que j'ai jamais connue en France. Et moi, je suis très questionnée sur notre structure de couple, pas de couple. Ce que je veux dire, le noyau familial qui se réduit à deux personnes. Moi, je viens d'une famille nombreuse, mon mari d'une famille nombreuse. Ok. On a l'habitude. J'ai fait 5 enfants parce que je pense que les enfants, ils protègent des parents quelque part. Enfin, non, mais le groupe familial, quand il n'est pas réduit à 2 ou 3 personnes, c'est mieux, quoi. Et là, la solidarité des femmes, je disais, mais d'une certaine manière, notre vie à nous, j'ai quand même beaucoup travaillé, hein, quand même, avec 5 enfants, je faisais la bouffe, enfin voilà. Notre vie à nous, elle est moins respectueuse des femmes. Hein. Et si on regarde, on a l'air bête, mais dans le temps, en Tunisie, on prenait encore, mais même maman, et même moi au début, quand vous accouchiez, c'est quand même considéré que pendant une semaine au moins, vous pouviez avoir droit de... Maintenant, on vous fout dehors de la maternité au bout de 24 heures. Ça a l'air de rien, mais quelque part, il y a une femme, c'est une femme, quoi. Enfin, moi, quand même, je trouve que ce que j'ai fait de mieux, c'est mes enfants. Hein. Bon. Le reste, j'adore. Et bon, mais finalement, je trouve que on travaille. Enfin, moi, je me suis mariée en 68, donc j'ai vécu les événements de 68, tous les événements de la libération de la France, sur lesquels évidemment je suis très, très favorable, mais en même temps, la vie des femmes maintenant, je trouve qu'elle est dure, elle n'est pas très solidaire, c'est assez dur. Et en fait, bizarrement, alors, on ne voit pas très peu les femmes encore, même maintenant, on les voit beaucoup plus. En Tunisie, tout le monde a été éduqué à partir de 56. Mais en Tunisie, la solidarité, l'ancienne tradition des gynécées, des choses comme ça, ça a créé une tradition entre femmes qui était, qui moi m'a beaucoup touchée, parce que d'abord j'étais accueillie parmi elles, mais j'avais un peu un sentiment que... voilà, il y avait des dimensions qui étaient beaucoup plus subtiles, on va dire, que la caricature qu'on en avait. Alors, après, elles sont en train de vivre, déjà à l'époque, elles ont vécu, mais le passage d'une économie qui est plus agricole à une économie plus en ville, et en ce moment, de toute façon, c'est le déluge. Mais voilà, c'était juste pour dire que ces découvertes... Donc votre mari, belle rencontre, et puis d'autres encore? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme belle rencontre? D'abord, mes profs de piano, qui étaient toutes des vieilles dames. Ah oui, faites du piano. J'ai fait beaucoup de... Ok.
Non, je ne suis pas bonne pour jouer. Pour écouter? Non, non, mais je joue. J'ai fait quand même 20 ans Quand même. 15 ans de... Ah oui, Voilà, j'ai fait aussi le conservatoire en solfège, enfin voilà. d'accord. Mais la musique, c'est très important pour moi. Et là, j'ai rencontré des femmes qui étaient souvent âgées, mais de générations différentes, et c'était très bon. Après, qui sont les gens qui m'ont plus marqué? Est-ce qu'on m'a beaucoup aidé? Non. La réponse est non. Ici, enfin, quand tu vers 20 ans, d'abord, j'ai fait un lycée de filles. À l'époque, il n'y avait pas encore mix, mais après, j'étais dans des classes préparatoires des garçons. Et puis après l'école normale, j'ai fait l'école normale supérieure de filles. Elles sont mixtes maintenant. Mais on était quand même en main, on était plutôt scientifiques. Enfin, en fait, moi, j'avais une double culture parce que dans le temps, quand on était bon élève, on faisait du latin grec. Et j'aimais mieux la philo que les maths. Hein, mais après, on est rentré en classe préparatoire. Tu as 3 filles, 45 garçons à 18 ans, c'est pas toujours évident. Enfin, c'est très sympa, mais en même temps, pas toujours. Enfin, en tout cas, tu n'as jamais quelqu'un qui te soutient, c'est plutôt ça, le caractère. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Wow. Donc après, j'ai eu beaucoup d'admiration pour. J'ai beaucoup apprécié un mathématicien comme Laurent Schwartz, parce que pour des raisons familiales, enfin, mes parents étaient les meilleurs amis de son frère. Et donc, en plus, moi, je m'appelle Schwartz, mais avec un V, donc j'ai rien à voir avec la famille. Mais c'est quelqu'un qui était très doux et très, voilà, très gentil. Mais bon, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, mais par exemple, une femme qui vivait en Tunisie. Enfin, voilà, j'ai des personnages qui ont beaucoup compté pour moi, mais quand on m'a demandé qui m'ont aidé, la réponse est non. Non. Et d'où ça vient votre force, cette force de compter sur soi, cette envie de... cette faim en fait, ça vient d'où ça? Alors déjà, j'ai vécu moi je suis née en 44, donc cette période, je pense, j'ai déjà 2 frères, enfin, papa est étudiant. La vie devait être très dure pour mes parents, surtout ma mère, j'ai des enfants très rapprochés. Et puis, alors si, je dois beaucoup ça à mon père, qui très vite nous a dit, donc à la fin on était 8 enfants, enfin les aînés étaient assez rapprochés, donc en gros ils nous expliquaient que on pouvait pas nous surveiller comme ça, et que déjà il fallait qu'on se débrouille un peu, qu'ils étaient toujours là, voilà, mais qu'en fait il fallait qu'on soit autonome et qu'en fait ils nous faisaient confiance. Donc voilà. Et une fois ma fille m'a dit la même chose, elle m'a dit, je sais pas, quand elle était, je sais pas, en seconde, un truc comme ça, je sais pas, enfin, elle était tentée d'aller faire des choses, et puis, évidemment, on le savait, enfin, rien de dramatique, hein, mais, je veux dire, mais elle a eu cette réflexion où elle m'a dit, finalement, je pense que les parents n'auraient pas été très contents de ça, mais c'est un niveau, enfin, assez reculé, quoi, et elle m'a dit, mais, bon, comme je savais que vous me faisiez confiance, il y avait des choses que de moi-même, je ne franchissais pas. Et j'avais trouvé, finalement, c'est ce que j'avais vécu aussi pas mal. Oui. Le jour où tu fais confiance, oui. C'est incroyable ce que les gens sont capables de faire, quoi. Ah, oui. Alors après, assez vite, dans une famille nombreuse, tu apprends le sens de la collectivité. Oui. Bon, alors là, ici, personne, c'est moi qui fais le ménage. Hein. Ah ouais. Non, enfin, qui essuie l'évier, parce que personne ne le voit. Mais il y a que des garçons. Mais non, c'est pas ça, mais t'apprends, alors que, en fait, contrairement, là j'ai l'air d'avoir beaucoup d'assurance, mais en fait, c'était pas le cas du tout, en tout cas pour les concours, pour passer un oral, pour même téléphoner des tests. J'étais toujours très démunie. Mais je pense que le moteur, c'était ça. Et puis après, moi j'ai toujours vécu avec des gens, maman avait 8 enfants, elle a appris le russe, des gens qui trouvaient que travailler, et s'intéresser aux autres, c'était important, et voilà. Bon. Après, j'ai une bonne santé, fondamentale, et, mais tu as aussi une bonne santé parce que tu n'as pas trop le temps de t'occuper de toi, quoi. Et après, j'ai eu des chances incroyables, enfin,
voyez? Génial. J'ai fait des maths pures ici à un moment où les probabilités prenaient une sorte d'autonomie, donc intellectuellement c'était incroyable d'avoir une théorie mathématique qui, on va dire, s'épurait. Avant, elle dépendait pas mal. Voilà. Après, tout d'un coup, je bascule dans la finance. J'étais maoïste en 68. À l'école normale, tout le monde était maoïste. Donc, évidemment, je vois mes copains pourquoi ils jugent que j'ai foutu le diable à l'université. Mais bon. Et, non, mais en même temps, c'est, comment dire, bah oui, enfin, de travailler avec les autres. La vie, c'est un environnement, quoi. Enfin, voilà. Après, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce que vous avez des regrets au cours de votre carrière, des choix que vous regrettez, vous dites ah mince, aujourd'hui j'aurais dû faire ça, ou pas du tout? Non, parce que les choix que vous faites, ils sont pas, d'abord, ils sont souvent peu conscients, au sens où, bon, quand j'ai fait ce truc de finance, enfin, je rencontre des gens qui m'expliquent qu'à HEC, on fait les browniens, alors que je suis dans le berceau de... Bon, après, tu t'intéresses. La seule chose que j'avais, c'est que j'avais vraiment... Parce que j'ai vu des expériences en maths appliquées où souvent, on prenait le problème, on résolvait les problèmes de maths. Un problème de maths, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, rien que pour résoudre un petit problème. Hein, c'est pas... Voilà. Mais je veux dire, les échanges avec le milieu professionnel, enfin, moi j'ai tout de suite j'ai eu la chance de rencontrer des gens très bien. Et ce que j'avais bien vu, c'est que, en fait, si tu vas voir les gens qui sont vraiment spécialistes de quelque chose, moi en particulier, je préfère rencontrer dans les marchés des spécialistes de, je sais pas, la gestion des obligations d'État, ou je sais pas quoi, mais finalement, moi j'avais regardé certains problèmes, puis j'ai discuté avec eux, ils ne savaient pas un mot de maths, et là c'était super, parce qu'ils ne cherchaient pas à traduire en maths des choses comme ça. Mais moi, avec mes maths, j'avais vu quand même des trucs bizarres, enfin pas bizarres, mais des choses qui me posaient de questions, et eux, ils étaient sidérés qu'on ait vu ça quand on n'y connaissait rien, tu vois. Oui. Et donc ces échanges-là, enfin, finalement, tu finis par découvrir... il y a des gens super partout, quoi, et en fait, les gens qui sont vraiment un peu experts, c'est toujours très enrichissant, quoi. Ouais. Alors après, qu'est-ce que je regrette? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Évidemment, tu n'as pas tout fait. La musique est restée une chose très importante pour moi. J'ai la chance d'avoir des enfants qui se sont bien tirés. Mais c'est vrai que j'ai encore le souvenir de mon fils à 5 ans, l'un des garçons, j'en ai 3, qui va en Tunisie on a un grand ami qui était travailleur immigré sur les chantiers. Il avait des dons de conteur extraordinaires. Il venait à la maison, il racontait des histoires aux enfants. Et on a été en Tunisie, à la campagne, alors pas où il habitait, mais encore plus loin. Et là, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Donc il y a encore le chameau qui tirait l'eau du puits. Et je me souviens que Noéline, en voyant ça, imaginez que l'électricité, ça n'était pas un bouton qu'on allume et qu'on éteint, ça a été... je pense que ça a été un choc. Enfin, dire que ça a changé sa vie, il ne faut pas exagérer, mais et je pense que ça a été une grande chance dans les enfants qui ont grandi essentiellement en France. Évidemment, on avait l'été 3 semaines. Mais quand tu grandis de voir que dans un monde autour, ça ne fonctionne pas pareil, mais c'est pas parce que les gens sont bêtes, enfin tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur sur les... Eh bien, je pense que c'est des expériences très enrichissantes. Et, voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que si je n'avais pas eu la lecture, je pense que le fil conducteur, quand même, chez moi, enfin, moi j'ai vérifié que je pouvais toujours acheter des livres et des disques. Maintenant, on les a autrement. Ça, c'était le truc fondamental. Et donc, bon, j'ai transmis un peu la lecture, mais maintenant, on ne dit plus. Enfin, voilà. Bon. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un message pour tous les étudiants que vous avez croisés et les futurs qui veulent venir?
Alors, les étudiants que j'ai croisés, et certains avec qui je suis toujours en liaison, ben, à la fois, c'est un message de remerciement, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai des gens qui ont maintenant presque 50 ans, hein, dans les métiers, qui m'ont expliqué que quand même, finalement, si je leur dis c'est plus la peine de faire du calcul stochastique, enfin ce qu'on faisait, parce qu'on s'en sert plus vraiment, et ils m'ont dit mais pas du tout, la partie quand même de modélisation, de rigueur mathématique, pas bête, mais enfin une virgule ça compte, et dans les marchés une virgule ça compte. Et ils disent que finalement dans des activités très différentes, ça a été c'est peut-être la chose dont on se sert de plus, parce que d'apprendre le métier sur le tas avec des gens bien, on le fait très bien, enfin ça s'inscrit moins longtemps dans la durée. Et là, c'est vrai que j'ai quand même marqué pas mal d'étudiants, et plus pas par mes connaissances incroyables, un peu que par, on pourrait dire, une certaine éthique quand même des choses. Et ça, d'abord, j'en suis très reconnaissante, et dans les deux sens, parce que d'abord, ils ont contribué au Master El Karoui, ça s'appelle quand même probabilité et finance. Et et pour moi, ça a toujours été très enrichissant. Et l'autre chose, c'est que moi, je pense qu'ils sont dans un monde maintenant, alors ceux qui vont venir, après, on a eu de la concurrence de l'intelligence artificielle, etc. Mais on a de nouveau, il y avait Gilles, le responsable actuel, il me disait qu'il y avait 600 ou 700 candidatures au master. Ah oui, fou. Mais là, ils sont dans un monde où ils ont une très grande responsabilité. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se créer. Et en même temps, comme pour tout, les données, ça suffit pas à faire ChatGPT, tout ce qu'on veut. Mais il faut rester très vigilant sur d'abord qu'est-ce que ça veut dire le vrai. On ne sait pas ce que c'est le vrai. En maths, on a moins un truc, c'est si tu as dit ça en haut, en bas, tout le monde peut le lire et voir que c'est vrai, enfin que la preuve est correcte. Bon, ça ne déplace pas cette notion. Mais la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est vrai, pour quelle durée ça va être vrai, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai beaucoup de questions j'ai pas mal travaillé sur la longévité, le choléra, des choses comme ça. On retrouve des archives historiques parce que c'était écrit. Maintenant, notre histoire, elle va être où? Elle va être conservée combien de temps? Moi, j'ai vu quand on changeait l'ordinateur, on ne pouvait plus lire ses disques durs. Il y a une réflexion là-dessus. On a des milliards de données, on n'en a jamais traité autant. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va les garder? Enfin, il y a des gens qui se posent des questions. Enfin, il y a un truc où il y a énormément de choses à définir. Ça va être un monde à la fois extraordinaire, où des tas de possibilités vont apparaître, certaines vont passer immédiatement comme le téléphone, dans la vie quotidienne des gens. Et en même temps, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on doit recréer pour faire un monde vivable? Et puis, il y a des vraies questions de fond. C'est quoi la solidarité? C'est quoi l'organisation politique? Vous évoquez le temps. Moi, je pense qu'il faut remettre un temps long. En proba, on a souvent les temps très longs, asymptotiques, comme on dit, et il y a les phénomènes intermédiaires, mais remettre le temps dans le temps long, dans la manière de penser, la manière de voir. Et après, ne pas oublier l'histoire, parce que quand même, je suis toujours très étonnée de voir que il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 20 ans maintenant, on discutait sérieusement des réfugiés climatiques, très sérieusement, on avait quantifié, d'accord? Il y a 20 ans, les réfugiés climatiques. Maintenant, on découvre que le niveau de la mer monte et que ça va faire des réfugiés. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a anticipé? On anticipe. On est qu'au jour le jour. Alors, voilà. Et socialement, que les sociétés, les jeunes, ils doivent apprendre qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans la durée. Et moi, je pense que dans la durée, c'est apprendre. Pour le moment, on est dans une période de crise, hommes, femmes, etc. Le truc, c'est de réapprendre en vivre ensemble, qu'on trouve d'autres manières de vivre. Mais c'est extrêmement... moi, j'ai réessayé de recréer le groupe de 3 qu'on était, très disparates. On n'avait aucune raison
de s'entendre aussi bien. Et c'était tellement prodigieux comme efficacité, comme plaisir. Donc il faut se réinscrire avec l'idée que d'abord, ils sont concernés par la durée, parce qu'ils n'imaginent pas que quand ils vont arrêter de travailler, ils vont encore rester à vivre 40 ans. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte? Ce que ça veut dire de l'imaginer. Alors, tu as intérêt à avoir des ressources, quoi. Enfin, pas d'abord du fric, oui, de vivre, c'est que tu fais. C'est sûr. Non, mais c'est une manière de penser. Le monde, c'est beaucoup plus de... Ça va durer plus longtemps, ça veut dire de la flexibilité. Tout le monde ne va pas vieillir pareil. Mais maintenant, on a des machines pour faire ça. Donc, utilisons les machines à bon escient, mais n'oublions pas que l'histoire, si on n'avait pas retrouvé des traces de gens qui ont fini par écrire des livres, tu ne saurais pas ce qu'a raconté Platon et Socrate, donc je pourrais survivre sans le savoir. Mais malgré tout, je pense que l'être humain, il est la conséquence d'évolution au hasard. Les jeunes, ils ne tirent pas à pile de face, mais à peu près. Voilà. C'est bien d'avoir des repères aussi. C'est très important, des repères culturels, tu le vois bien, tu vois les repères individuels, les repères familiaux, voilà. Mais, comment dire, il ne faut pas se regrouper, ma chance c'est d'avoir de faire des rencontres incroyables, mais quand même, ma fille, elle m'a dit une fois, bah oui, les autres, ils auraient pu les faire aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut juste être perméable. Bon. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas croire trop qu'on a raison. Bon, oui. un peu. Non, mais ils ont moi je pense que aux jeunes, c'est vous entrez dans un monde qui est en train de se transformer très vite, c'est toujours ce que disent les vieux, mais vous avez une grande responsabilité. Et la responsabilité, c'est pas la peine d'accuser les vieux, hein, d'abord parce que vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'était quand j'explique à ma petite fille que quand ma fille est née, il n'y avait pas d'ordinateur, sa mère est née, il n'y avait pas d'ordinateur, je vois les bébés, ils ont un truc comme ça et tout de suite ils appuient sur un bouton à 1 an. C'est incroyable. Bon, non mais c'est pas un jugement de valeur ni bien ni mal, c'est extraordinaire, mais d'abord c'est pas la seule chose qui compte, mais c'est surtout se réinventer un monde. On a du mal à imaginer qu'en 2023, on se fait la guerre en Europe, qu'on s'est fait la guerre dans tous les pays du monde. On croyait que l'éducation, ça servait. Ben non, l'éducation contre le fric, ça ne marche pas. Donc les systèmes capitalistes à outrance, non. Enfin, je veux dire, mais bon. C'est pas, voilà, mais ils sont des parties prenantes et c'est à eux de créer, d'avoir l'imagination de se prendre en main, mais en groupe, hein, parce que moi j'avais vu quand même la grande différence entre l'éducation de mes enfants et moi. Moi j'étais étudiante en 68, et quand même ce qui m'est resté de 68, c'était que quand on se naît ensemble, on a un pouvoir inimaginable. Il n'y avait rien qui préparait les étudiants à mettre la France en grève générale. Hein. C'était pas du tout l'ambiance. Non, mais il y avait des partis très organisés, on fait ça. Voilà. Et ensemble, on peut beaucoup. Mais il faut beaucoup pour les bonnes valeurs. Quoi. Bon, mais il y a plus à recevoir des restes de monde différents. Voilà, il faut trouver ce qui est enrichissant, ce qui est bien. Enfin, pas de jugement définitif. Après, on est toujours surpris, en fait. Puis, comme vous disiez tout à l'heure, rester à l'écoute, c'est important. Ah, super. Ah ben oui, moi, maintenant j'ai vu les tests, alors maintenant quand même j'ai vieilli, puis j'ai eu le Covid long, donc je l'ai encore. Mais donc, quand je prends le métro, ça arrivait que je sois vraiment fatiguée. Hein. Avant le Covid, j'avais toujours un jeune qui se levait, enfin quelqu'un qui se levait. Depuis le Covid, il n'y en a plus. Tout le monde est comme ça. Ah oui, d'accord. Non, mais il faut photographier le métro. Oui, limite. Tu peux compter 10% de gens qui ne sont pas sur un téléphone portable. Oui, c'est pas faux. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone portable? Puis tu vis avec qui? Tu vois, les gens, ils mangent. Oui. Tu vois, les couples, ils mangent. Ils ont chacun leur téléphone, ils regardent leur téléphone. C'est vrai. Non, mais non. C'est vrai. Moi, je dis toujours que, en fait,
là, quand même, on n'était pas très aidés. J'ai une femme de ménage, une femme de moi qui vient bouffe et tout, donc 5 enfants, ça occupe. Bon, mais j'étais quand même prof de fac où je travaillais comme dingue, etc. Mais ma force, c'était que quand je quittais la maison, je viens toujours travailler ici, c'est presque conditionné, parce que quand je quittais la maison, je venais à la fac, je travaillais, je pensais à la fac. Et on n'avait pas à me téléphoner pour savoir si on veut acheter des pommes de terre ou pas. Car bien sûr que s'il y a un problème sérieux. Et c'était séparé, mais par contre, quand je rentrais à la maison le soir, on s'occupait des enfants, on jouait, on faisait des choses comme ça. Et là, c'était pareil, mais les mondes étaient séparés parce qu'autrement, c'est trop fatigant et trop compliqué. On finit par être très inefficace. D'accord. Et donc, là, moi, je me souviens d'un de mes fils, on est en vacances, et c'était le début des téléphones portables. Bon, on était en Tunisie, et bon, il regarde son téléphone et tout, et je dis, mais là, il n'y a plus de moment où on n'est pas tout le temps sur le qui-vive. L'instant présent, quoi, on le vit pas pleinement. Ben non, voilà, il y a toujours on est parasité. Oui, c'est parasité, exactement. C'est pour ça, non mais, faire des journées sans portable, c'est très important, hein. Ben non, mais ça, c'est une suggestion symbolique, mais c'est de retrouver le temps de... alors c'est vrai qu'on a un temps professionnel qui s'est accéléré, c'est bon, mais alors en particulier le Zoom, nul, d'accord, télétravail, pas plus d'un jour par semaine, hein. La vie, c'est d'avoir des gens, quoi, ouais. Et c'est pas d'avoir des gens en portable, hein. Tout à fait. Hein. Et comme prof, je peux t'assurer que les cours en Zoom, non, ça n'a rien à voir. Moi, j'apprends des tonnes de choses sur Internet, mais je suis cultivé, enfin, entre guillemets, mais enfin, si je demande à un étudiant de chercher un article sur un sujet, lui, il en trouve un quand il a de la chance, et moi, j'en trouve 100. Bon, mais, donc ça, c'est une mine. Mais apprendre, être formé, moi, j'ai vu, moi, j'ai quelquefois essayé d'apprendre des trucs aux enfants, si j'ai fait faire des gammes du piano. Bon, mais... tu transmets, toi, tu n'es pas la mère ou le père, enfin, c'est pas les mêmes choses, on n'est pas là pour apprendre un savoir de la vie sociale et des choses comme ça. Il faut des gens neutres, enfin, que tu peux aimer, on s'est tous attachés à des profs, etc. Mais, voilà. Et ça passe... alors, voilà, par le fait qu'on se voit. Ouais. Tout à fait. Et je ne serais pas pareil si on ne se voyait pas. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai. On aurait pu... Ce rapport, ce lien... Voilà. Et j'ai un exemple, là, on a travaillé pendant le Covid avec des amis, où on faisait en recherche à plusieurs, et sur un sujet, on était en train de rédiger. C'est d'ailleurs, c'est souvent assez compliqué de rédiger, parce qu'il y a des styles, et puis il faut être... voilà. Mais du coup, c'est le genre de choses où il suffit qu'on se mette d'accord, voilà. Donc c'est très commode de faire Zoom. Bon, et après, une des amies qui était là, après on a eu le droit de se revoir et on s'est revus, on a rediscuté. Mais en 1 heure, on a fait 10 fois plus de progrès sur l'article, on a eu des idées nouvelles, on a eu, voilà, et juste parce qu'on s'est vu. Bon. Ouais. Donc, c'est énorme. Il faut tout utiliser, mais il faut... ah oui, alors, la meilleure gestion des risques, c'est l'adage le plus ancien, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait. D'accord. Et ben, pour apprendre, pour tout, il faut se confronter, il n'y a pas une manière... enfin, il faut être curieux. Enfin, voilà. Mais ça vaut le coup de... Voilà. Enfin, je ne sais pas comment dire. Bon. Le travail, la question, ce n'est pas une question de quantité de travail. C'est une question d'abord quel intérêt tu trouves. Et puis, ça peut être différent pour les uns et pour les autres, mais c'est ce que je dis à mes étudiants. Si peut-être le dernier message, c'est que vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais vous devez aller... vous n'avez pas le droit d'accepter des compromis. Bon. Nous, on voulait des enfants, bon, ils ont été un peu entassés dans des chambres, enfin voilà, c'est pas le drame, hein, mais je veux dire, on n'a pas réfléchi, est-ce qu'on a pu acheter l'appart, on n'a pas assez d'argent pour faire, mais on avait envie d'avoir cet enfant, on l'a fait, et il aurait pu être un peu mieux logé ou n'importe quoi, mais pas aussi désiré, enfin je ne sais pas.
Le matériel, on s'arrange toujours. Non, mais il faut un plat. À mes étudiants qui étaient très riches, je leur ai expliqué, enfin pas très riches, mais je leur ai expliqué, bon, vous avez gagné beaucoup d'argent pendant un certain temps, bon, mais après la finance, si ça vous intéresse plus, hein, ça c'est un vrai exemple. Donc vous avez acheté un appartement parce que quand même ça aide à vivre, bon, mais après c'est pas parce que vous gagnez plus d'argent que vos copains que vous devez y rester absolument. Hein, maintenant, vous devez être, vous avez de l'intérêt, ça vous plaît toujours, c'est toujours excitant, vous y allez. Après, si ça ne vous plaît plus, ben, vous n'êtes pas dans la page. Voilà. Et c'est amusant parce que j'ai dit ça à des étudiants de 20 ans qui n'avaient pas encore commencé dans la banque. Et en fait, je m'étais rendu compte que de parler de choses comme ça, bon, quand même leur horizon de perception des vrais problèmes. Mais eh ben, il y en a deux qui m'ont écrit 10 ans après en me disant, on s'est rappelé de votre truc. Ah ouais. Voilà. Et on s'est posé la question et la réponse a été différente pour l'un ou pour l'autre, mais ils s'étaient arrêtés et ils disaient voilà. Et là tu te dis, ben, au moins non, ça sert à rien, mais il ne traitera plus les choses de la même façon, vous voyez. Oui. Voilà. Bon, bah c'est super. Bah, merci beaucoup, Madame El Karoui. Et puis, Bon, moi c'est Nicole. Hein. Nicole. Je suis mariée Bon. depuis 50 ans, c'est toujours pas dire madame. Et puis, et puis le meilleur pour la suite encore. Hein? Le meilleur arrive. Ah bah ça je ne sais pas, parce que là, quand même, l'horizon se raccourcit quand même. Hein. Bon. Non, mais il faut y croire, c'est tout. Puis il faut prendre... il faut prendre ce que les autres vous apportent. Tout à fait. Bon, en fait, je dirais pas très facile. Hein. Mon mari, il perd la tête, et donc c'est pas bien clair qu'il sait encore qu'il a une femme, quoi. Enfin, donc ça fait, c'est pas toujours facile à vivre, mais bon. Et alors, ça donne une force enfin, dans un univers, juste pour les filles, mais dans un univers comme moi, où quand même pendant 50 ans j'ai travaillé qu'avec des hommes, bon, qui était très correct, on n'a pas de problème de ce côté-là, mais c'est quand même souvent un peu difficile, parce que tu as quand même besoin de temps en temps de pouvoir discuter, voilà, comme ils discutent des matchs de foot, ben, nous, quelquefois, on peut avoir des problèmes de discuter de choses très variées qui sont plus féminines, et voilà. Et bon, il faut quand même que les filles prennent la conscience qu'elles ont une responsabilité à occuper ce monde scientifique, parce que, comment dire, on n'a pas le même rapport à la vie, enfin, même si les femmes ont l'air de plus considérer que c'est important de faire des enfants. C'est pas très bien de faire, mais on a un rapport à la vie qui est un peu différent, et dans le monde scientifique des big data et des choses comme ça, tu peux pas comprendre comment, je ne sais pas, bon, ils font de la reconnaissance de visage et ils ont oublié de mettre des femmes, ou ils ont oublié de mettre des noirs. Dans des équipes où il y aurait des femmes, eh ben, ça n'est pas possible. C'est pas possible au sens où elle dirait il y a un truc qui ne va pas. Donc on est différents, on a une culture différente, il y a des composantes, et il faut vraiment, là, la première des choses, parce que, non, MeToo, tout ce qu'on veut, il fallait que les choses soient dénoncées. Mais maintenant, ça devient l'excès inverse, et par moment, et surtout, le message n'est pas, mais voilà, vous êtes fait, enfin, vous êtes complémentaires, vous faites partie de cette diversité, et vous animez différemment, voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans les structures dirigeantes en haut, justement parce que elles n'ont pas été formées au même moule, ça c'est peu. Donc il y a une vraie responsabilité là, autour de la diversité en général, mais ce que j'ai appris, c'est que dans beaucoup d'endroits, comme en France, on ne fait pas de statistiques ethniques, c'est souvent beaucoup plus difficile de quantifier certains types de problèmes que rencontrent, enfin je connais bien le monde de la banque, j'ai beaucoup discuté avec des DRH, et
Ben, elles ont vu que les femmes ne se présentaient pas de la même façon quand il y a des promotions, quand elles candidataient, elles étaient toujours beaucoup plus réservées sur leurs connaissances, etc., des choses comme ça. Donc ça se corrige une fois que tu l'as... C'était un truc qu'on sait, mais il y a des moments où de quantifier les choses, ça donne une importance. Tu le sais, mais tu vas dire que tu vas corriger un peu. En fait, tu corriges très peu. Voilà. Mais ce qu'elle me disait, c'est que, en fait, comme il n'y a pas de statistiques ethniques, les difficultés que peuvent rencontrer, je sais pas, on a eu beaucoup de Maghrébins dans la banque qui se débrouillent très bien d'ailleurs, mais enfin, tu vois, en interne, ou qu'est-ce qui rendrait leur vie plus facile, enfin, des choses auxquelles on s'intéresse maintenant. Et ben, voilà, donc les données, ça se joue dans tous les sens, ça peut être favorable, moins favorable, mais il faudra apprendre à une vie sociale et quand même la notion aussi que, ben, je sais pas, il y a des intérêts à défendre, il y a une société démocratique à maintenir. Enfin, quand on entend, j'ai jamais imaginé qu'on ait une présidence qui soit aussi scandaleuse, enfin, parce que couper toute parole à l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu ça en démocratie. Enfin, il y a vraiment un monde à refonder qui va intégrer tout ce qu'apportent les big data. Il y a des révolutions incroyables. Et en même temps, je sais pas, enfin, on est toujours des hommes et des femmes en meilleure santé, on a bénéficié, on n'est plus cultivé, mais on ne va pas devenir sectaire pour autant. Enfin, l'imagination, ça reste très important. Et les maths, c'est avant tout d'imagination, surtout une manière de casser des codes. Et moi, j'ai quand même cassé beaucoup de codes. Voilà. Super. Bon, on va terminer dessus, Nicole, et puis merci encore pour ce moment d'échange.